Mesdames, Messieurs, merci et surtout bienvenue dans ces magazines de presse que nous avons l'honneur de vous présenter encore ce week-end. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Dan Zinck, journaliste, expert en communication et stratégie politique. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Dan, bienvenue. Merci Daniel Kamboa. Salutations également à tous nos téléspectateurs de partout où ils nous suivent. Plaisir immense d'être avec eux en ce week-end du 28 juin 2025. Patrick Lumbala, ADG de l'Ecofin, va nous rejoindre dans un tout petit moment, mais nous prenons d'abord la première rubrique en complicité, bien sûr, avec la technique. Vous l'avez compris, la première rubrique, c'est d'abord grand dossier. Est-ce que, monsieur Dan, avant d'aborder la thématique ou de l'annoncer, est-ce que vous avez un dossier que vous voulez partager avec nous avant d'entrer en détail, bien sûr? Merci beaucoup, monsieur Daniel Kamboa, d'abord d'avoir jeté votre dévolu sur ma personne pour m'inviter à participer à cette émission. J'aimerais parler de deux sujets. D'abord, je parlerai de l'Assemblée nationale qui a clôturé la session de mars, le 15 juin dernier. Personnellement, je vais saluer ce bureau, le bureau Kamere Chilumbaï, un bureau qui a su marquer les esprits pendant cette session parce que on a constaté que beaucoup de dossiers dits brûlants ont été abordés, ont été l'objet de beaucoup de plénières. On parlera de cette affaire qui a défrayé la chronique, l'affaire qui incrimine l'ancien ministre d'État, Constant Moutamba. Très bien. Cette affaire qui incriminait l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il y a eu beaucoup de DG qui ont été invités pour répondre aux questions orales, aux interpellations des députés nationaux sur place. Globalement, le bilan je trouve que ce bilan est positif parce qu'on a vu que du point de vue de la production législative, cette législature est en train de se démarquer. Beaucoup de production, que ce soit dans les domaines législatifs, domaines de santé, tout comme les domaines économiques. Et on va se rendre compte que cette Assemblée nationale est en train également de marquer le pas, dans ce sens que vous constatez une diplomatie parlementaire qui est payante. Tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde. Aujourd'hui, on parle d'un accord entre la RDC et le Rwanda, un accord de paix. L'Assemblée nationale a également participé. Le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaï a fait beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties à l'étranger pour pouvoir justement défendre la cause de la nation. Et tout cela porte aujourd'hui les fruits. Il y a un accord de paix entre les deux pays. Donc nous sommes entièrement contents. Nous espérons qu'à la session de septembre, ils feront mieux. Mais déjà, pour ce qu'ils ont fait, ils méritent quand même une certaine reconnaissance. Donc, la session de mars, selon vous, le bilan est positif. Mais c'est Dan. Je ne dirais pas qu'il est totalement rose, mais comparé aux autres sessions, cette fois-ci, ils ont fait un effort de se démarquer. La qualité de tout ce qu'il y a comme débat. La qualité de débat, l'ouverture. Et ainsi que... Parce qu'à un moment, il était des notoriétés publiques que l'Assemblée nationale bloquait les démarches des députés nationaux. Ils ont dénoncé également qu'il y avait beaucoup de dossiers dont les bureaux ont toujours freiné. Voilà, ils ont prouvé que ce n'était pas le cas. On poursuivait un ministre d'État, imaginez-vous. On poursuivait un ancien ministre, un proche du chef de l'État. Il y a eu des dossiers tels que l'affaire GoPass. On a vu des DG qui ont beaucoup défilé. Le ministre, le VPM de l'Intérieur, VPM ministre de l'Intérieur, Germain Chabani, qui a également été interpellé. On a interpellé également... Mais pourquoi ça ne passait pas dans la plénière? C'est toujours en commission que nous, des fois, on n'a pas vraiment la matière. Puis ce sont des matières sensibles où on ne veut pas... On a vu également même refuser catégoriquement d'aller répondre à une invitation, mais on apprend après qu'il a été éditionné en commission. Bon, pourquoi cette politique? Non, il faut savoir que toutes les matières ne sont pas exposées à l'opinion. Il y a des matières qui sont d'ordre technique. Par exemple, une matière qui relèverait principalement d'une certaine spécificité donnée. C'est-à-dire que toute la plénière n'aura pas la capacité de pouvoir justement
traitées en amont comme ça. Il faut d'abord que ces matières-là soient traitées en commission. Et la commission peut maintenant faire rapport à la plénière. Et la plénière, comme elle est l'instance souveraine, va devoir maintenant statuer. Donc toutes les matières ne sont pas l'objet de traitement directement au niveau de la plénière. Pas du tout. Ça dépend de quelle matière il s'agit. Surtout quand il s'agit des matières d'ordre, on dira par exemple de poursuite, d'analyse d'un réquisitoire, d'une prétendue fraude ou détournement. Il faut d'abord que ça passe au niveau de la commission pour pouvoir ensuite être exposé en plénière et celle-ci va devoir justement statuer et élever l'option définitive. Le deuxième dossier, c'est... Le deuxième dossier, c'est justement cette affaire. Il y a eu un rapport publié par Filimbi. Filimbi a fait des enquêtes sur la gestion des fonds Frivao. Frivao, c'est cette institution qui a été mise en place par le gouvernement congolais depuis quelques années pour pouvoir indemniser les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Alors, comment cet argent-là est géré par le ministère de la Justice? Parce qu'il faut savoir que cet argent est géré par le ministère de la Justice. Vous voyez? Alors, il y a eu des révélations qui ont quand même un peu choqué. Moi, personnellement, je reviens sur une attaque. On a attaqué la société Divo, Divo International, de l'homme d'affaires Deo Kasongo, dont on connaît quand même son impact au niveau de la société, ce qu'il fait, ce qu'il apporte. Selon des informations publiées par Filimbi, Divo aurait acquis un marché de gré à gré de façon opaque. Et ce marché, initialement prévu de 700 000 $, 700 000, mais au moment de décaisser, ils ont décaissé 1 million de $. Donc il y avait un excédent de 300 000 $. Ça, c'est selon Filimbi. Ça, c'est selon Filimbi. 1 million de $ ont été décaissés en faveur de Divo pour réaliser un documentaire sur ce qui s'est passé pendant les 6 jours à Kisangani et puis relater un peu dans un documentaire. Le délai était de 2 mois. Voici ce que le communiqué de presse qu'a publié les avocats de Divo International pour pouvoir clarifier l'affaire. Concernant cette affaire de 1 million de $, voici les faits qui sont établis. Premièrement, il y a conformité contractuelle, c'est-à-dire l'appel de... je veux dire, le marché n'a pas été donné de façon opaque à Divo. Il y a eu conformité contractuelle. Le contrat pour la production de documentaire a été conclu dans le strict respect des lois et réglementations applicables avec toutes les autorisations requises, y compris l'anneau dûment obtenu. Ça, c'est le cabinet d'avocats de Divo qui le dit. Deuxièmement, il y a la gestion transparente d'une erreur de paiement. Voilà. Il est précisé que le budget n'a jamais été de 1 million, tel que propagé. Le paiement reçu était de 512 000 $ et les services financiers internes chez Divo International avaient identifié et signalé par écrit une erreur administrative de double paiement du même montant de 512 000 $ effectué par le client Frivao. Donc, le cabinet note que leur client Divo a immédiatement, depuis janvier 2025, initié le remboursement intégral du montant reçu en surplus, processus achevé à ce jour démontrant une probité rare. La différence due au solde contractuel était payée et consentement après la livraison en bonne et due forme du film. Donc ici, c'est Frivao qui a payé 2 fois le même montant. Alors Divo s'est rendu compte qu'il y a une erreur de paiement. C'est ainsi que Divo s'est engagé à rembourser le surplus et l'argent a finalement été retourné à Frivao. Donc Divo n'est pas incriminé dans cette affaire. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans la première rubrique grand dossier. Déjà, je vous ai dit que Patrick Lumba allait nous rejoindre dans un tout petit moment. Pendant ce temps, nous demandons à la technique de nous aider à aménager les micros pour cher Patrick dans quelques minutes. Alors, Messieurs Dan, je voudrais... Le deuxième dossier, vous avez dit que... alors, est-ce que Divo a réagi d'abord? Bien sûr, il y a l'avocat. C'est la question qu'on se pose. Le cabinet d'avocats de Divo, le cabinet Matadi a réagi.
il a explicité, comme je viens de le dire, que le contrat initialement était de 512 000 $ et qu'il a été payé par 2 fois. C'était une erreur commise par Frivao. Ayant compris cette erreur, Divo s'est engagé à rembourser les 512 000 $ de trop perçus. C'est ainsi que, depuis janvier 2025, Divo s'est engagé à rembourser cet argent et cet argent a été effectivement remboursé. Et les pièces sont là, justificatives du remboursement de cet argent. Donc il n'y a aucune fraude, aucune corruption, aucune confusion à faire. Tout a été transparent et légal. Voilà. Ah, donc, on a compris. Merci beaucoup, Messina, pour ces grands dossiers. Parce que il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour, on ne savait pas. C'était d'abord d'où est-ce que Filimbi a tiré ces... Ils ont mené des enquêtes sur le terrain auprès des victimes à Kisangani. Ah, ok. Et puis quelques rapports, notamment de Frivao elle-même, cette structure qui aussi publie des rapports sur le fonctionnement réel de comment ils gèrent, ils publient. Alors, parce que vous avez eu le temps d'entrer un peu en contact. Alors, est-ce que vous avez vu les documentaires en soi? Pas encore réalisé? Non, le documentaire n'est pas encore réalisé. Divo s'est exprimé, s'est expliqué à ce sujet. C'est pour très bientôt que cela sera fait. C'est vrai qu'il y a eu quelques soucis d'ordre sécuritaire. Vous voyez que Kisangani, ce n'est pas tellement évident qu'on puisse faire facilement un documentaire. Donc très bientôt, ça sera livré, ne vous en faites pas. Alors, merci beaucoup, M. Dana. Alors, comment vous avez d'abord accueilli l'ambiance? Est-ce que la population, la politique ou les politiques se sont vraiment appropriés à cette démarche où on sent que c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu? Bon, moi je reste quand même sous ma soif parce que, vous savez, on est en train de vivre une affaire qui arrive pour la première fois depuis que le Congo est indépendant. On a un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine, ça n'est jamais arrivé dans le passé. Mais moi je note que il faudra d'abord préciser aux Congolais que ce n'est pas l'accord minier. C'est toute la confusion qui règne. Totalement différent. C'est un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. L'accord économique prévu ou projeté avec les États-Unis, ça ne sera pas... Il ne faut pas qu'on se dise que ça sera simplement signé entre la RDC et les États-Unis simplement. Les Américains sont favorables à favoriser l'investissement au Congo. Et par quel mécanisme? Il faut d'abord que la paix et la sécurité soient totalement rétablies, surtout dans cette partie du pays. Vous voyez, c'est l'une des mesures, quand vous lisez le communiqué du département d'État américain, à l'issue de la signature de l'accord de pré-accord du 18 juin, c'est ce qui a été prévu. Alors, parlons principalement de cet accord du 27 juin, encore dit historique, j'ai suivi Donald Trump. Qu'est-ce qu'il y avait? Trump parle d'un accord historique, un accord de paix. C'est vrai, le Rwanda dit la même chose. Moi, je reste quand même sous ma soif parce que, vous voyez, quand vous lisez l'accord, les quelques aspects qui sont évoqués, permettez que je puisse revenir sur l'accord. Il y a un aspect quand même qui m'inquiète. Qui est en contradiction. Sur quel plan? Sur le plan sécuritaire. Il y a des engagements de part et d'autre, de la part du Rwanda, tout comme de la part de la RDC. Il y a un aspect qui m'inquiète. Le premier point, c'est le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités. Voici ce qui est dit à ce sujet. Quelle page? Première page. Première page. Attendez. Vous lisez le premier aspect. Premier point, intégrité territoriale. Vous êtes là? Et interdiction des hostilités. Le point 1.1. Interdiction, voilà, tout ça. Voilà, en miniature. Il est écrit, les parties conviennent, vous êtes là? De mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces. Lever des mesures défensives du Rwanda. En parenthèse, CONOPS du 31 octobre 2024, tel qu'est prévu dans le présent accord. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo et le Rwanda s'engagent à mettre en œuvre un plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR. Là, ça complique. Où est-ce qu'on va trouver?
C'est la question que je suis en train de me poser. Comment ils vont procéder? Qui vont faire partie de ce plan? Qui vont exécuter ce plan? Je me pose plusieurs questions. Mais apparemment, j'ai appris qu'il y aura un mécanisme conjoint de suivi, quelque chose pareil. Oui, mécanisme conjoint de suivi, de respect des engagements. Oui. Pris entre les deux États. Mais ici, nous parlons d'un plan harmonisé de neutralité. C'est-à-dire ce plan harmonisé sera notamment, je crois que les États-Unis vont jouer un rôle important dans la validation de ce plan harmonisé. Moi, mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est juste comment on va procéder. Comment on va devoir dénicher ces FDLR. Où se trouve-t-il? Une démarche que Kinshasa a toujours nié ou rejeté en bloc. Là, c'est une acceptation de part et d'autre qui est implicite. Quand Kinshasa accepte que les FDLR soient désarmés, soient neutralisés, on accepte implicitement. C'est-à-dire quelque part au Congo, il y a ces FDLR qui constituent une menace pour le Rwanda. Alors, où sont... Là, c'est la question que je me pose. Autre inquiétude. Mais je n'ai pas autre inquiétude. Deuxième inquiétude, c'est le retrait des troupes rwandaises. Nulle part dans l'accord, il est dit que le Rwanda va retirer ses troupes. Nulle part. On parle de désengagement, c'est-à-dire quoi? Mais c'est fou, c'est fou. Moi, je sais pas. Il n'y a pas un plan détaillé qui démontre clairement que le Rwanda va... Donc, Pas du tout, pas du tout. Les retraits des troupes rwandaises, on parle plutôt d'élever des mesures défensives de la part du Rwanda. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Là, on est fait maintenant sur un débat de concepts. Voilà. Alors, on revient, on laisse également Patrick nous dire également ce qu'il pense sur cet accord avant d'en parler également de son contenu. Alors, j'ai suivi attentivement le confrère Dan. En fait, lorsqu'on parle, vous avez évoqué le premier point qui parle effectivement du... les partis conviennent à mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces lever des mesures défensives du Rwanda. Alors, le premier point à retenir, c'est que on précise même, lorsqu'on dit les mesures défensives du Rwanda, on met entre parenthèses le CONOPS. Il faut se dire que le CONOPS, d'abord, c'est quoi? Le CONOPS, c'est un document qui avait été conclu entre les états-majors des deux pays lorsque la médiation angolaise était en cours. Donc ce CONOPS-là, tout se trouve dedans. Ça veut dire le plan harmonisé, n'est-ce pas, pour la traque des FDLR, tout est contenu dans ce document des deux états-majors, ça veut dire du Rwanda et de la République démocratique du Congo. C'est là, c'était fait, c'est quelque chose qui avait été signé fin 2024 en Angola entre les deux états-majors. C'est pourquoi même dans l'accord, on parle plutôt que les partis doivent mettre en œuvre, pas mettre en place. Ça veut dire que le plan en soi existe déjà. C'est pourquoi on parle d'une simple mise en œuvre. Donc le plan en soi existe déjà, c'est le CONOPS, ce document qui avait donc été conclu entre les deux états-majors. Vous avez relevé également un deuxième souci en ce qui concerne, je crois, la neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda. En fait, sur le plan international, la République démocratique du Congo a un narratif. Et notre narratif, c'est que c'est le Rwanda qui soutient le M23 et par ricochet tout ce qui se passe dans la partie est du pays. Mais de son côté, le Rwanda a toujours qualifié son soutien au M23, son intervention, son agression sur les sols congolais comme étant une mesure, ce qui est écrit là-bas, de mesures défensives du Rwanda, parce qu'eux appellent ça comme ça, des mesures défensives. Alors, dans les cadres d'un accord comme ça, il y a toujours des concessions qu'il faut faire, notamment sur les plans des concepts. Je pense que c'est une concession qui a été faite par la RDC pour les concéder cela, comme ils appellent ça des mesures défensives, eh bien, on peut leur concéder. Mais on sait très bien que c'est un acte d'agression, c'est de la présence des troupes rwandaises sur le sol de la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu cette précision-là que je voulais apporter. Alors, pour votre analyse, vous avez réagi aux arguments donnés par Dan Zenk. Tout à fait. Donc, l'accord en soi...
moi j'avais d'abord une question ici. C'est pour résoudre quel souci, interne ou externe? Alors déjà, l'accord en soi, l'objectif principal et ultime de cet accord, c'est de mettre fin à des hostilités, aux hostilités auxquelles nous assistons depuis plusieurs années maintenant, 30 ans maintenant, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et le but ultime, c'est de rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Mais en parcourant l'ensemble de cet accord, que j'ai pris le temps de lire in extenso, mais ça laisse quand même des interrogations. Il y a certains points, vous vous dites, mais comment on est arrivé, même si dans les cadres des négociations, il faut avoir des concessions, mais comment sommes-nous arrivés à accepter ça? Quels sont ces points? Il faut nous faire part. Lorsque vous lisez l'ensemble de cet accord, vous avez l'impression que c'est plutôt le Rwanda qui en bénéficie en quelque sorte. Mais je soutiens quand même ce que Dan a dit au début, ce n'est pas un accord minier. Donc les principes économiques notamment qui sont établis dans l'accord ne parlent pas d'un accord minier entre la RDC et les États-Unis. Je vais y revenir sur les plans économiques. Okay. Mais je prends quand même un point qui m'a intrigué. Lorsqu'on parle ici, je crois qu'on est au point 2, désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. On parle clairement et on dit bien que fin du soutien étatique, je crois que c'est le deuxième paragraphe, fin du soutien étatique aux groupes armés, 2 points, les parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, c'est ce qui m'intrigue, moi. Moi, je me dis, mais même dans les scénarios les plus improbables, quand est-ce que le soutien à un groupe armé peut aider à faciliter la mise en œuvre d'un accord? Vous voyez? Et quand on parle de ce soutien-là, lorsque vous parcourez l'ensemble de ce rapport... je ne sais pas si on est d'accord. Ce soutien, ce n'est pas par rapport... Le Rwanda soutient les M23. Le gouvernement de Kinshasa soutient les FDLR. Ce n'est pas dans ce sens-là où on demande qu'il n'y ait pas... ou bien, c'est ça? Mais écoutez, il faut lire. C'est bien écrit, les parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf, écoutez bien la suite de la phrase, lorsqu'on dit sauf la mesure où, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Moi, mon souci, c'est de savoir depuis quand le soutien à un groupe armé non étatique peut constituer une sorte de facilitation pour la mise en œuvre d'un accord, du présent accord en l'occurrence. Mais c'est quand même... Tout à fait, c'est quand même intriguant que nous soyons arrivés à cette fin-là. Et puis, dans l'accord, nulle part, on parle du Rwanda comme soutien au M23. Parce que lorsqu'on parle du soutien étatique ici aux groupes armés, on voit, selon justement l'esprit de l'accord, la RDC qui soutiendrait les FDLR. C'est dans cet esprit-là que moi je comprenais cette phrase. Tout à fait. Et le Rwanda qui soutient, et ça ce n'est plus approuvé, le M23. Et nulle part dans l'accord, on parle du soutien du Rwanda au M23. Rien. On parle plutôt de mesures défensives du Rwanda. Même le M23 n'est pas cité ici. Par contre, on parle des FDLR qu'on oblige la République démocratique du Congo de neutraliser, bien sûr, en harmonisation avec le Rwanda, mais nulle part on parle de la responsabilité du Rwanda de dialoguer notamment avec ses propres concitoyens. Parce que les FDLR, ce sont des Rwandais, après tout. Même si leur existence reste encore fantomatique dans notre pays, mais ce sont des Rwandais. Et il fallait que dans les cadres de cet accord, qu'il y ait au moins une brèche qui oblige à l'État rwandais, ne fût-ce que d'amorcer un processus de dialogue ou de concertation avec ses propres concitoyens. Pourquoi et comment la vie de vos concitoyens, dans un accord comme celui-ci, vous les laissez entre les mains de notre État et vous lui demandez de les neutraliser?
Et neutraliser ces gens-là, ça veut dire quoi? On peut les tuer, on peut les faire n'importe quoi. Mais pour ce qui est du M23, rien. Ce n'est pas dans la logique, avec les arguments présentés à chaque fois par le gouvernement, que les M23-FC c'est une coquille vide, c'est les Rwandais quand on demande les Rwandais. Tout à fait. C'est pas dans cette logique-là que dans l'esprit de l'accord, on sous-entend que les M23-FC c'est directement les Rwandais. Tout à fait, mais... on exclut directement de mettre le jeu des mots. Mais vous êtes en train de dire Bon, moi j'allais... on revient, tout à fait. Peut-être compléter... sur la compréhension de cet aspect, l'aspect non étatique pour résoudre un problème, pour accomplir ou mettre en place... mettre en œuvre l'accord, aller notamment passer entre guillemets les soutiens d'un groupe armé, c'est pas possible. Là, ça reste peut-être à préciser. C'est quand même un peu flou. Je vais aussi emboîter le pas à mon confrère Patrick. C'est quand même un peu flou. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse nous préciser. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect M23. Parce que si vous lisez le deuxième point de l'accord, on parle du M23. Deuxième point est intitulé comme suit: désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Je crois que c'est à ce niveau-là. Il est dit, afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel, ainsi de suite, les parties soutiennent les négociations en cours entre la RDC et la FCM23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Vous voyez un peu où le M23 se retrouve. Le M23, la FCM23 se retrouve au deuxième point. Donc le gouvernement congolais s'est engagé à pouvoir discuter, de poursuivre le processus de Doha en discutant avec la FCM23 à Doha. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet accord a un double volet. Le premier volet, c'est qu'on a parlé avec le Rwanda, on a conclu la paix avec le Rwanda, que nous devons tous respecter. Le deuxième volet, c'est maintenant la RDC qui est censée discuter avec la FCM23. Vous comprenez? Quelque part, on dédouane le Rwanda d'être comme d'autres le responsable de ce qui se passe au Congo. Ah ben justement. On sépare les deux entités, Rwanda et FCM23. Donc, d'une part, je me dis que ça va en contradiction quand même avec le discours officiel. Hein. On dit que voilà, c'est le qui vide, c'est le Rwanda qui est sur place, c'est une agression. Voilà, ça contredit totalement ce qui a été dit. Bon, moi je vais voir comment ceci va se poursuivre. Mais toujours est-il qu'il faut noter que, je vais un peu partager le point de vue de Patrick, c'est que on a l'impression que le Rwanda a vraiment raflé la mise dans tout ça. Le Rwanda a vraiment raflé la mise. Parce que le Rwanda, quand vous lisez les obligations faites au Rwanda, vous vous dites, mais comment tout ce qu'on dit publiquement et ce qu'on signe, il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Or, nous attendions, les Congolais attendaient que le discours du gouvernement soit en conformité avec l'accord, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, étant donné que Goma et Bukavu sont occupés, à l'issue de l'accord, le Rwanda accepte de retirer ses hommes. On parle plus ou moins de 8000 militaires rwandais qui seraient en RDC de se retirer. Ce n'est pas le cas. Bon, je crois qu'il faudra... Alors, ma question est au niveau point 3, point 2. On dit intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Il y avait une loi qui interdisait le mixage. Je ne sais pas comment vous comprenez cette phrase. Bon, alors il faut aussi préciser, vous parlez au point 2, je crois, l'intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Et là, encore une fois, lorsque vous entendez parler, on s'adresse directement à la RDC. Oui. Ça veut dire, en quelque sorte, on se dit qu'en réalité, sur le terrain, la RDC est en train de mener un combat
contre ses propres compatriotes, parce que ceux qui doivent intégrer les forces armées, la police nationale congolaise, même conditionnellement, ça ne peut qu'être des Congolais. Donc on dédouane quelque part le Rwanda, mais il faut préciser, mais il faut préciser que cette intégration entre là, encore une fois, dans le cadre du PDDRCS, ce programme des démobilisations et des armements, voilà, et des mobilisations, ça entre dans ce cadre-là. C'est pourquoi on a évoqué ça là-bas. Ce n'est pas une intégration comme ça, mixage, brassage, non. Ça sera vraiment une intégration j'espère à l'Assemblée, il y avait une loi qui a été entérinée, interdisant tout ce qu'il y a comme infiltration dans l'appareil militaire, tout ça. Oui, l'Assemblée nationale avait recommandé, je crois que c'était à la fin de la législature passée, sous Mbosso. Il y a une recommandation que plus jamais l'intégration des groupes armés au sein de nos forces armées, de soi ou la police nationale. C'est une recommandation de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez la Constitution sur place. Oui. Essayez un peu de lire l'article 153. 153 et 154. Article 153. 154. C'est un peu délicat. Attendez, ok. Il est dit quoi? 53 153. 153. Ok. 153. Continuez pendant que je... Voilà. C'était simplement pour dire que il faudrait que quand il y a un accord qui est signé comme cela, le peuple congolais a une représentation. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. D'ailleurs, c'était dans ma question. Vous êtes de l'autre côté, vous êtes un peu proche du bureau. Souffrez d'entendre ça. On l'a dit le week-end dépassé. Le bureau s'est plaigné à un moment que tout ce qu'il y a comme démarche sécuritaire, l'Assemblée est un peu exclu. Est-ce que vous partagez cette démarche? Bien que du côté de l'Assemblée, il y a quand même cette volonté diplomatique observée avec le premier vice-président. Alors, est-ce que vous sentez que l'Assemblée est abandonnée dans cette démarche? Non, l'Assemblée nationale a joué un rôle prépondérant dans ce qui se passe. Bien sûr, il y a beaucoup de démarches qui se font, beaucoup de démarches. Moi, je suis plus le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a dans ses charges la diplomatie parlementaire. Il est un peu partout, il voyage beaucoup, il est en train de mener un lobbying incroyable, que ce soit au niveau de l'Union européenne, tout comme au niveau des États-Unis. Il y a eu un forum parlementaire au Canada l'année passée. Mais dans cet accord, on ne sent pas la présence de... Voilà pourquoi je dis que tout ne se communique pas. Mais il y a un travail important qui a été fait et qui continue de se faire. L'Assemblée nationale doit jouer pleinement son rôle également. Je suis à 153. Oui, il a institué un ordre de juridiction composé des cours et tribunaux civils et militaires placés sous le contrôle de la Cour de cassation. 154. 154, ok. Il a institué un ordre juridiction administratif composé du Conseil d'État et des cours et tribunaux. Bon, on va y revenir. On va y revenir. C'est bon jusque-là pour cet accord parce qu'on va prendre... Mais de toutes les façons, la loi dispose que pour tout traité international qui engage la RDC, cela doit passer par le Parlement. Pas passer par le Parlement.
Oui, bien sûr. Cela doit passer par le Parlement. C'est le gouvernement qui engage, c'est le président qui signe des accords. Non, mais bien sûr, mais la loi dispose de cette façon-là. Donc, ça veut dire que le Parlement doit aussi avoir un œil, là-dessus. Mais si ça a été comme ça, je pense que le Parlement, d'ailleurs, est au courant. Ils ne sont pas forcément obligés d'organiser des plénières pour commencer à en débattre, vu l'urgence, mais aussi la situation sur le terrain. Mais j'aimerais revenir quand même toujours dans le continu de cet accord qui a été signé donc hier. Nous avons évoqué beaucoup de faiblesses du Rwanda, mais bien sûr, il y a quand même quelque chose de très important qu'il faut souligner, c'est que l'accord, tout comme les précédentes résolutions des Nations Unies et plusieurs résolutions d'ailleurs, qui condamnent le Rwanda et du soutien du Rwanda, ont été repris dans l'accord. Lorsque vous êtes par exemple au point 5 où on évoque notamment la MONUSCO et autres soutiens multilatéral. Que devient la MONUSCO? Non, mais bien sûr, la mise en place. Effectivement, il y a tout un chapitre, le point 5 d'ailleurs, consacré à la MONUSCO et autres soutiens multilatéral. On parle par exemple que les parties s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773. Vous voyez, ça veut dire que c'est une résolution des Nations Unies qui condamnait explicitement et sans équivoque le soutien du Rwanda aux rebelles du M23. Ça, c'est quand même des points positifs qu'il faut relever. Mais il y a aussi les questions sur les déplacés. Sur les réfugiés déplacés internes et considérations humanitaires. Je crois que c'est le point 4. Vous savez, le Rwanda a toujours... Tout à fait. Le Rwanda a toujours cette sournoise manière d'implanter des populations dans cette partie de la RDC. Je pense que même le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur avait prévenu, avait alerté d'ailleurs de ce que le Rwanda est en train de faire en ce moment dans les territoires sous occupation, c'est-à-dire implantation des populations rwandaises, bien sûr, dans cette partie du pays. Et effectivement, l'accord également revient sur les faits. Sur le point des réfugiés, on parle que retour des réfugiés, les parties facilitent le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés en coordination avec les autorités territoriales, coutumières des États respectifs, tels que dans leur pays d'origine, d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais et rwandais signé à Kigali le 17 février 2010. Ça veut dire qu'on revient même sur les accords qui ont été conclus par Joseph Kabila en son temps en ce qui concerne justement le retour des réfugiés dans leur pays respectifs. Mais ce qui est quand même important à souligner, c'est que l'accord stipule également que les parties reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine en coordination avec les autorités territoriales et coutumières de l'État congolais. Comme je l'ai dit ici, le Rwanda a cette sale manière d'implanter ses propres populations dans cette partie de la RDC. Mais là, nous avons un retour des populations internes. Parce que les réfugiés, ils peuvent être là, mais ils ne sont pas aussi nombreux que nos propres populations, nos propres déplacés en interne. C'est-à-dire que si le Rwanda s'adonne à ce sale jeu d'implanter des populations, eh bien les vrais occupants de ces terres reviendront. Eh bien, c'est là qu'on saura les jeux malsains du Rwanda. Alors, j'ai une question que je vais poser à vous deux. Alors, vous ne trouvez pas que le Rwanda risque de jouer à la montre, à l'horloge? Donc, les mandats de Félix Tshisekedi restent pratiquement 3 ans pour qu'il y ait retrait, pour qu'on parle exactement de la mise en place de cet accord ou son applicabilité.
le Rwanda, avec son soutien, il ne risque pas de jouer à la montre. Bon, dans les cadres, parce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y a une durée bien déterminée? Bien sûr, l'accord est très précis. C'est pourquoi j'aime cet accord, parce qu'il est vraiment précis. Ça veut dire déjà dans les 3 prochains mois, il faut qu'il y ait déjà des effets. De tous ces accords. Je pense qu'il y a une chronologie. Il y a une chronologie qui a même déjà été établie, je crois. On parle ici, par exemple, on dit... parce que, cher Patrick, il faut rappeler que pendant ces temps-là, les Rwandais pillent nos minéraux. Au moment où nous parlons ici. Il peut profiter pendant tout ce qu'il y a comme manœuvre et en profiter de piller systématiquement comme d'habitude. Messieurs, dames. Non, il faudra préciser. Je pense que Patrick est en train d'évoquer le point 6 du cadre de l'intégration régionale, cadre d'intégration économique et régionale. Mais je suis en train de chercher les articles sur la Constitution. J'ai un avis particulier à émettre là-dessus. Je continue à chercher. Je crois que... Voilà. Voici, les parties conviennent de lancer dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les cadres d'intégration économique et régionale, en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé cadre de l'intégration économique et régionale et s'appuie sur les efforts existants tels que, ainsi de suite. Les parties utilisent ce cadre pour développer le commerce extérieur. Ici, comme vous voyez bien l'intitulé qui est dit, c'est un volet économique. C'est un volet économique et d'intégration régionale. Ça ne touche pas particulièrement l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire est développé ailleurs. Essayez de voir un peu tout ce qui est dit dedans, sous ce volet. Vous comprendrez que essentiellement, c'est le volet économique. Il y a des mécanismes régionaux qui sont évoqués, les CAF, CERIGEL. C'est essentiellement, comment dire, l'intégration économique. C'est dans les 3 mois que cela sera fait. Mais pour préciser un peu votre question, M. Daniel, le mandat du président de la République est en train de courir. Oui, c'est ça. Pendant que cet accord doit être mis en œuvre, voilà. Il faudra noter qu'il faudra, selon cet accord, selon l'esprit de cet accord, pour qu'il y ait totalement retour de l'accalmie, les territoires occupés soient libérés, il faudra que le gouvernement congolais puisse négocier avec l'AFC M23. Et ces négociations vont devoir se faire sous l'œil vigilant des États-Unis, mais menées par le Qatar, par Doha. Vous voyez? C'est comme cela que c'est l'esprit de cet accord. En discutant avec l'AFC M23, ceux-ci vont devoir s'entendre avec le gouvernement congolais. Il y aura justement ce mécanisme de désengagement, démobilisation et réinsertion. Et après, maintenant, on pourra penser à un accord économique avec les États-Unis où les investissements américains seront promus pour justement venir aider les Congolais à pouvoir développer leur État. Mais cet accord, c'est là que moi je ne suis pas d'accord quand on met la RDC vis-à-vis de l'AFC M23. Directement comme ça, je trouve que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que sur le plan militaire, l'AFC M23 a quand même une certaine ascendance. Grâce à leur prouesse militaire, ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. Et vis-à-vis de la RDC, dont on sait peut-être un peu comment l'appareil sécuritaire se présente actuellement, beaucoup d'infiltrés. Mais sur cet aspect, quand le Rwanda se retire, mais il prend tout ce qu'il y a comme logistique, le M23 reste quoi? Non, les têtes là des individus où vous parlez du point de vue armé, je ne vois pas l'AFC. L'accord ne parle pas de retrait de troupes rwandaises. Non. Mais on ne comprend plus. L'accord ne parle pas de retrait de troupes rwandaises. L'accord parle plutôt des désengagements. Des désengagements des mesures défensives du Rwanda, ce qui est égal d'ailleurs au retrait. Non, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit au début, que dans le cadre de ces négociations, il faut faire des concessions. Mais je pense que c'est une concession qui a été faite par la partie congolaise, parce que la partie congolaise a son narratif. Et le narratif de la RDC, c'est, comme vous le dites d'ailleurs, ce sont des troupes. Des troupes rwandaises qui doivent partir. Mais la partie rwandaise dit
FDLR, bien sûr, bien sûr, ce sont des troupes, mais il faut qu'on appelle cette action-là autrement. Ça s'appelle mesure défensive. Mais en réalité, ces mesures défensives, c'est justement cette présence du Rwanda sur le sol congolais. C'est ça, les mesures défensives. Mais je pense que les Américains ne sont pas non plus dupes. Dans le cadre de cet accord, ils se sont imprégnés de la situation, des vraies réalités locales. Ils savent justement que ces mesures défensives, c'est ce que la RDC appelle agression. C'est ce que nous appelons agression. Qu'en est-il des échanges avec la FCM23 à Doha? Si le Rwanda accepte de se retirer, quelle serait l'utilité de discuter avec la FCM23? Vous voyez que l'avenir maintenant de l'AFC M23 sur terrain. Mais écoutez, l'AFC M23, c'est... Ou bien on doit attendre d'abord voir la démarche de Doha pour nous donner un peu... Non, mais l'AFC M23, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, justement, militairement parlant, c'est le Rwanda. C'est pas l'esprit de l'accord. Bien sûr, militairement parlant, c'est le Rwanda. Et au-delà de tout, ça fait, je crois que c'est depuis février qu'ils occupent ces partis. Et lorsque vous regardez, ils ont mobilisé notamment des jeunes, ils les ont enrôlés d'ailleurs de force. Ça veut dire, c'est là que la responsabilité de la RDC intervient également. Ça veut dire, ce sont des Congolais que ces gens-là, ces Rwandais ont enrôlés là-bas pour congoliser davantage la chose. Ça veut dire, lorsque le Rwanda se retire avec tous ses effets, il va falloir trouver des solutions, des mécanismes d'intégration de ces compatriotes-là qui ont été enrôlés de gré ou de force dans ce mouvement du M23 justement. C'est dans ces cadres-là. Parce que l'accord, les discussions de Doha ont été amorcées avant même les débuts de Washington avec l'AFC M23. Même si pour l'instant c'est au point mort, mais ça a déjà été amorcé. C'était dans les cadres des concessions et de montrer la bonne foi du gouvernement congolais, qui était celui de parler du M23, ça veut dire de la structure M23. Parce que dans l'architecte même de ces mouvements-là, lorsque le Rwanda se retire, mais ils ne sont absolument rien. Ce ne sont que des têtes des civils qu'on va voir. Non, l'esprit de l'accord n'est pas celui-là. L'esprit de l'accord est celui-ci. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est un accord de paix entre deux États, notamment respect des intégrités territoriales, ainsi de suite, pas de violation, respect de la souveraineté des deux États, de part et d'autre. Le deuxième volet, c'est les groupes armés maintenant. Parmi les groupes armés, il y a les FDLR et les M23. La FCM23. Pour les FDLR, qu'est-ce qui a été prévu? C'est justement, il faut un plan de neutralisation des FDLR qui sont aujourd'hui en République démocratique, qui sont une menace pour le Rwanda. Mais pour la FCM23, les partis conviennent de la poursuite des échanges qui ont été commencés à Doha. C'est dans cet accord. Donc, pour que la paix revienne, il faut que l'accord soit mis en œuvre pleinement. C'est là que je disais que c'est très dangereux pour la République démocratique ou pour les autorités congolaises de discuter directement avec la FCM23. Pourquoi? Parce que, fort de leur victoire militaire sur le terrain, ils risquent de monter les enchères. C'est-à-dire que, voilà, ils risquent d'amener beaucoup de revendications que le gouvernement ne saura pas, disons, répondre dans l'immédiat. Mais à quoi servira l'accord de paix si sur le terrain nous aurons encore des difficultés à neutraliser ou à désarmer tous ces gens? Non, l'accord de paix, comme je l'ai dit, l'accord de paix, c'est d'abord entre États. Entre deux États. Parce que les deux États sont en belligérance. D'une part, le Rwanda nous accuse de collaborer avec le FDLR pour déstabiliser le Rwanda, parce que, vous le souvenez, certaines déclarations des autorités... J'ai l'impression que la démarche de Kinshasa d'accuser directement le Rwanda est d'être à la base de tout ce qu'il y a comme insécurité à l'Est va nous causer un peu un problème sur ce que vous étiez en train de dire sur terrain. Parce que quand on termine avec l'accord des États-Unis, de Washington, c'est Doha qui va maintenant nous mettre en branle. Doha est dans l'accord. Doha est dans cet accord.
si on veut respecter cet accord, il faut qu'on passe par Doha. Okay. Non, c'est juste une donne qui ne pouvait pas être, négligée ou mise à part. Parce que c'est déjà des discussions qui ont été entamées. On ne pouvait pas mettre ça de côté. Déjà, il faut se dire une chose. Le fait déjà de se retrouver autour de la table avec le Rwanda pour signer un accord de paix à la suite de ce qui se passe maintenant, ça veut dire que c'est le Rwanda le principal. C'est ça. Mais oui. C'est le Rwanda justement le principal acteur dans cette affaire. Donc c'est déjà une victoire parce que le Rwanda a toujours nié. Le Rwanda a toujours nié qu'il était derrière le... Est-ce que vous pensez que cet accord a un caractère d'impunité? Parce que Mukwege disait que la paix sans justice, ça ne sert à rien. Tous ces gens-là avec Doha, États-Unis, on va retrouver Nanga librement après nos morts. Non. Il faut quand même préciser des choses. Restons dans la démarche de Mukwege. Bien sûr, dans la démarche, le docteur Mukwege a complètement raison, mais il y a des choses dans les cadres d'un accord de paix qu'on ne peut pas tout mettre dans les cadres d'un accord de paix. Lorsque Dan est en train, est en train de me demander comment. L'article, je pense que, est-ce que c'est pas, vous aurez la parole, je voudrais juste, si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par 1/10 de députés ou 1/10 des sénateurs, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Je pense que au verset, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est 216, je pense que 217 également parle de la République démocratique du Congo ne peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel. Ça c'est déjà. Je veux encore quelque chose allant dans les sens des accords comme ça. Donc si un accord ne respecte pas un droit congolais, voilà. il doit normalement passer d'abord à l'Assemblée pour étudier, mettre... alors, M. Patrick, on doit prendre la dernière question. Terminer sur cette question de Mukwege qui pensait que la paix sans justice... mais justement, on ne peut pas tout mettre dans l'accord, sinon ça risque de constituer toute une loi. Mais je pense que tout ne peut pas être mentionné, mais par contre, il y a des instruments. Lorsque vous avez, par exemple, la résolution des Nations Unies, qui est évoquée dedans, lorsque vous parcourez la résolution, elle soutient aussi le fait que les victimes il doit y avoir réparation. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a des instruments qui reviennent sur ces différents aspects-là qui ne pouvaient pas forcément être mentionnés justement dans l'accord. Mais j'aimerais quand même, pour finir, revenir sur l'aspect économique qui est très important dans cet accord. Avant sa signature, beaucoup ont parlé de ce qu'ils ont qualifié de bradage, des minerais congolais et de la richesse congolaise. Il faut préciser une chose. L'accord n'oblige pas la RDC de brader ces minerais en quelque sorte au Rwanda. Mais plutôt, l'accord ouvre une brèche. Et dit, par exemple, lorsqu'on parle au point 6 du cadre d'intégration économique régionale, il dit les parties conviennent de lancer dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct. Ça veut dire que c'est un autre document qui sera mis en place dans les 3 mois qui vont suivre. Ces documents donc distincts qui sera intitulé cadre d'intégration économique régionale et va effectivement s'appuyer sur les efforts existants. Et l'accord parle de ZLECAf, de CIRGL, le CO et la communauté des États de l'Afrique de l'Est. On retient quoi sur l'accord? On prend la dernière question sur les dialogues. Mais j'ai fini avec l'aspect économique. Ce qu'on va retenir, c'est que la RDC n'a pas bradé ses richesses dans les cadres, en tout cas de cet accord, mais dans les cadres du développement et d'intégration régionale, le Rwanda va rester éternellement notre pays voisin. Et pour cela, nous sommes dans l'obligation, dans l'intérêt des populations, parce qu'il y a des populations qui vivent côte à côte, d'instaurer ces relations commerciales. C'est la raison pour laquelle l'accord parle même du développement du commerce extérieur et les investissements provenant
notamment des chaînes d'approvisionnement. Mais on parle d'intégration économique régionale. On ne parle pas d'intégration économique bilatérale, ce qui ferait que la RDC soit obligée de traiter qu'avec le Rwanda. Ça veut dire, dans les cadres de cette intégration régionale pour les développements des investissements, de la chaîne d'approvisionnement de nos minerais critiques, on peut le faire avec l'Ouganda, on peut le faire avec le Burundi, on peut le faire avec la Tanzanie. On ne sommes pas obligés de le faire avec simplement le Rwanda. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aspect bradage, tout à fait, l'aspect bradage, il faut l'oublier. On ne va pas, la RDC n'a pas bradé. En tout cas, j'ai parcouru l'ensemble de l'accord, il n'y en a pas. La signature de cet accord, il y a une phrase que Donald Trump a dit que les États-Unis d'Amérique a une part de minerais au Congo. On n'a pas compris cet aspect, messieurs, dames, vous êtes en train au début. Bien sûr, c'est cette facilitation. C'est cette facilitation. Entre la différence. Bien sûr. Bien sûr. Il faut noter qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo possède le coltan, possède les terres rares qui sont aujourd'hui importantes dans l'industrie, on va dire, numérique actuellement. C'est très très important. Le tungstène, c'est très prisé au niveau international. Et l'Amérique ne viendra pas directement investir comme État en République démocratique du Congo. Pas du tout. C'est que veut d'abord l'Amérique. Parce que nous, les Congolais, nous avons été les premiers à aller vers les États-Unis pour leur proposer un accord économique. Les États-Unis ont posé leurs conditions. D'abord, c'est qu'il y ait la paix. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la paix avec le Rwanda. Et ensuite, on va favoriser maintenant l'investissement américain en République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement américain va stimuler les privés américains à venir investir en République démocratique du Congo. C'est ce qu'il faut noter. Même quand pour les opposants, Félix Tshisekedi cherchait à sauver son pouvoir. Non. À ce sujet, peut-être pour revenir sur ce que disait Martin Fayoulou, qui parlait de bradage avant de créer le camp de la patrie. Avant de comprendre la réalité. Allez-y, M. Dan. Dans l'accord, il y a, on parle de gestion commune des parcs nationaux quelque part. Je crois que je dois retrouver ça. Je pense que vous l'avez dit par rapport à les mécanismes. Non, c'est dans le point du cadre d'intégration économique au point intégration bilatérale avec le Rwanda. Voilà. C'est le premier point, je pense. Ce point. Bon, là aussi, il faudra peut-être préciser. Alors, c'est que la RDC et le Rwanda partagent en commun plusieurs, disons, déjà le parc national de Virunga, il borde le Rwanda et la RDC, c'est-à-dire que d'une part, le Rwanda gère la partie qui est sous son territoire, la partie qui reste, la plus grande partie du parc, se retrouve donc en République démocratique du Congo, d'où il faut une gestion commune. Vous voyez, il y a aussi... le lac Kivu. Le lac Kivu. Le lac Kivu également. Et part et d'autre. Ça, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Il y a des ressources halieutiques. Il y a aussi les gaz méthane. Oui. Donc, c'est tout à fait on retient normal. Donc, il ne faudra pas qu'on soit... qu'on voit toujours les mauvais côtés de l'accord. Tout en noir. Non, pas du tout. Il faut peut-être préciser aux gens que la RDC et le Rwanda partagent en commun beaucoup de ressources qui sont naturelles. Donc, c'est tout à fait normal. Et je conclus, pour ma part, en disant, je trouve pas bon le fait qu'on impose au gouvernement de discuter directement avec la FCM23. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, c'est pas bon. Le rapport de force, totalement déséquilibré. Sur le terrain, moi, j'aurais aimé que l'accord mentionne plutôt le cadre de la 5OSCC, le pacte social. Parce que dans le pacte social, on en parle, tout le monde se retrouve autour de la table, Corneille Nangaa, et chacun viendra sur la table ses revendications. Et les revendications de la FCM23 vont se diluer dans tout ce qu'il y aura comme revendication ou demande, mais discuter directement en face avec la FCM23, je trouve que ce n'était pas une très bonne chose. Alors, on prend une pause, on revient juste pour terminer ces magazines de presse avec la complicité de la technique.
Dialogue inter-congolais. Tshisekedi ouvre la porte à une initiative élargie portée par les confessions religieuses. Alors, je voudrais qu'on prenne la dernière question. Aujourd'hui, la SEMCO et CC apparemment, ils ont eu un point de presse pour présenter les rapports de leurs consultations et autres. Alors, comment vous avez... Aujourd'hui, on parle de dialogue entre Congolais. Comment vous, en tant que professionnel de médias, vous trouvez cette démarche de Félix Tshisekedi? Une démarche on va dire... Ce que je sais, c'est qu'il y a quelques semaines, le président a reçu les pasteurs de la SEMCO et de l'ECC qui sont venus donc lui présenter la conclusion de leur démarche. Mais je pense qu'au niveau où nous sommes, il sera très, très important qu'il y ait un dialogue, qui est quand même un dialogue entre les Congolais. Parce que, comme on a toujours dit, si l'ennemi trouve la force de venir vous attaquer, vous déstabiliser, ça veut dire qu'il y a des complicités en interne. Il va falloir vraiment que nous puissions aujourd'hui nous asseoir autour d'une table en tant que Congolais et se dire des vérités. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ceux-là choisissent de prendre les armes contre la République, même si les raisons ne sont pas toujours fondées, ne sont pas toujours par moments farfelus, mais il est quand même important aujourd'hui que nous puissions, que l'initiative du dialogue puisse être sérieusement mise sur la table et que le président, qui est le garant de la nation, puisse faciliter cela. Et après, justement, le retrait du Rwanda de notre territoire, il va falloir que nous puissions nous mettre autour de la table pour pouvoir parler entre nous-mêmes pour que pareille situation ne puisse pas se reproduire dans le passé. Et il faut vraiment que ce soit un dialogue sincère pour se dire des vérités, tout simplement. Mais un dialogue qui ne viendra pas... Le défi d'un dialogue crédible, d'ailleurs. Tout à fait, mais un dialogue qui ne doit pas plutôt venir, on va dire, crédibiliser ou dédouaner, je vais dire ainsi, ceux des Congolais qui s'adonnent à toutes ces pratiques terribles auxquelles nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Donc, notamment ceux qui sont dans le M23 et ceux qui le soutiennent. Et donc, que ce soit quand même un dialogue où, comme le prix Nobel Mukwege l'a dit, un dialogue, oui, mais que la justice puisse aussi faire son travail. Tous ceux qui se sont donnés depuis... Ça sent maintenant la paix. Tout à fait. Non. Écoutez, on doit être sincère. Écoutez, s'il vous plaît, on doit être sincère. On doit être sincère. Ça veut dire si on ne traite pas de manière vraiment sérieuse cette question, on va se retrouver dans une situation où dans le futur, moi aussi je peux prendre les armes et puis après j'exigerai un dialogue à l'issue duquel tous mes crimes seront complètement essuyés. Et si on commençait d'abord la justice doit faire d'abord son travail et puis dialoguer après. Non, je pense qu'on doit dialoguer, mais la justice, on ne doit pas effacer. Vous avez commis le crime, ça reste le crime. Ce n'est pas le dialogue qui viendrait l'effacer. Bon, je rappelle d'abord qu'en 2013, quand le gouvernement a défait les M23 grâce à l'aide de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO, il y a eu la signature de la déclaration de Nairobi. Dans celle-ci, le gouvernement congolais s'était engagé d'amnistier les M23. Eux avaient pris l'engagement de se muer un parti politique et ne plus jamais prendre les armes. Ça, c'était en 2013. Alors, ils ont répété, ils ont pris les armes, c'était en violation de cette déclaration de Nairobi. Mais le gouvernement avait amnistié la FCM23, pourquoi? Plutôt le M23 à l'époque. C'était pour, comme on dit, il n'y a pas de paix sans concession. Pour que nous ayons la paix, il faut que de part et d'autre, il y ait des concessions. Sinon, ça va être quand même un peu difficile. C'est ainsi que cette démarche avait été entreprise au niveau du gouvernement. Mais dans le cas de pacte social, il faudra dire que le pacte social a deux volets. Le volet national et le volet international. C'est ainsi que vous avez vu les évêques circuler un peu partout. Ils sont allés en France, ils sont allés au Kenya, ainsi de suite.
Le volet international, c'est pour le bien vivre au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Ok. Et la RDC va prendre des engagements qui vont devoir, je veux dire, il y aura des engagements pris au niveau interne. Et ces engagements, on verra dans quelle mesure les évêques et les pasteurs vont devoir associer tous les autres États à pouvoir respecter les engagements de la RDC. Ok. Vous voyez, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet en interne, c'est pour que les Congolais, on parle de 30 ans, qu'il y a insécurité, 30 ans qu'il y a mort d'homme. Il s'agira alors pour les Congolais, tous, de faire un pacte. Sans exclusion. De faire un pacte pour que plus personne ne prenne l'engagement de reprendre les armes. C'est-à-dire chacun va devoir signer. C'est ainsi que je trouve intéressant cette initiative. Dans ce sens où tout le monde viendra autour de la table. Tout le monde est invité. Vous parlez des... Il y a des gens, quand on les cite, vous parlez de Joseph Kabila, Katumbi, qui sont encore à l'extérieur, des Djongo, des Nanga. Tous ces gens-là doivent revenir au pays pour se parler. Voilà pourquoi je trouve cette initiative bonne, dans la mesure où les pasteurs et les évêques veulent que ces gens-là qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais, viennent autour de la table pour signer ce pacte-là, pour dire nous ne prendrons plus jamais les armes parce que la nation est plus importante. Dans le cadre du volet justice, c'est bien ce que Patrick a dit, mais je pense que la justice va être faite, devrait être faite comme c'était le cas en Afrique du Sud avec cette transition apartheid et puis démocratie, où on a une justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice ne s'applique pas de façon classique. On va devant un tribunal, devant le juge, on explique les faits, les coupables sont condamnés, la victime est indemnisée. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça sera une justice transitionnelle, c'est-à-dire, ça doit s'expliquer de façon beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire, les victimes sont connues, les bourreaux sont connus, il y a une justice, il y aura des commissions, réconciliation, vérité, vous venez de dire votre vérité. Au regard de tout ce que vous aurez dit, la justice peut voir dans quelle mesure pouvoir réduire la peine, ou vous prenez l'engagement d'indemniser les gens, et les victimes prennent l'engagement de pardonner, de tourner la page. Je pense que comme ça, on pourra peut-être sortir. Mais je trouve malsain le fait qu'il y ait des gens, des Congolais, qui soient en train de diaboliser cette initiative. Les évêques sont en train de tenter d'assassiner les chefs de l'État. Ils sont dans un coup. Avec la récente sortie médiatique. Mais, cher Patrick, votre point de vue sur cette démarche de l'Église catholique, vous avez suivi certainement le préalable du président de la République. Les confessions religieuses doivent d'abord se mettre d'accord et puis présenter un plan. L'équipe de Bérande sera également associée pour trouver... les Congolais doivent avoir un moment se parler, comme M. Dan le dit. L'équipe de Dodo Kamba également. Il faut savoir que l'Église catholique et les CC n'ont pas le monopole ou l'exclusivité d'avoir ces genres de démarches. Il faut que déjà au niveau de ceux qui veulent organiser, qui entreprennent cette démarche, qu'il y ait déjà inclusivité. Parce qu'il y a certaines confessions religieuses aujourd'hui qui se considèrent totalement à la queue, qui sont totalement délaissés lorsqu'il y a des mesures aujourd'hui. Il faut rappeler que nous sommes un pays laïque. Les catholiques, oui, la population congolaise est majoritairement catholique et protestante aussi, mais on a des musulmans dans ce pays, on a même des athées dans ce pays. Ça veut dire qu'il faut d'abord au niveau de l'organisation lui-même que tout cela puisse être harmonisé, qu'il n'y ait pas n'est-ce pas, des soupçons à ce niveau-là. Comme ça pourrait rétablir la confiance, parce que ceux qui récusent aujourd'hui l'initiative de l'Église catholique, ils se basent aussi sur les différentes déclarations, les différentes prises de parole du prélat congolais. Une prise de parole qui ne va pas
toujours dans l'essence des poils de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi de la méfiance de ce côté-là. Donc il va falloir qu'il y ait déjà inclusivité à ces niveaux. Mais je reviens quand même sur la question du dialogue, justement, pour dire on a eu beaucoup de dialogues dans ce pays. Beaucoup de dialogues et des pactes ont été signés. Vous avez évoqué ce qui a été signé à Nairobi. Voilà. Je crois que c'était en 2012 avec le M23 qui ont juré sur les tombes de leurs ancêtres de ne jamais reprendre les armes. Mais ils l'ont repris aujourd'hui. Ce n'est pas un pacte social qu'ils signeraient avec le prélat catholique ou ensemble avec des Congolais qui les empêcherait lorsqu'ils vont... ils auront les envies de reprendre les armes, de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, en tout cas, moi, je soutiens le fait que la justice, cette fois, doit faire son travail. Tout simplement. La justice doit vraiment faire son travail, que ceux qui commettent le crime puissent vraiment répondre et de la manière la plus sévère possible. S'il faut peut-être, dans le cadre de l'organisation de ces dialogues, stipuler que tous ceux qui ont commis des crimes graves sur les populations congolaises ne puissent pas prendre part à la table. Moi, je suis totalement d'accord. Parce que déjà, dans l'accord ici qu'on a signé avec le Rwanda, dans les volets intégration conditionnelle dans les forces armées et sécurité, on parle que c'est une intégration conditionnelle. Ça veut dire on va évaluer sur les plans physiques, mais aussi on va regarder le casier judiciaire, on va regarder les crimes commis. Si vous avez commis des crimes contre l'humanité, eh bien, vous n'êtes pas éligible. Donc, je pense qu'il faut être vraiment intransigeant sur ce point-là. Sinon, on va se retrouver dans un cycle infernal. Un cycle qui se répète après chaque mois parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'on prend des armes, on va toujours se retrouver quelque part autour d'une table pour signer des pactes et puis on sera amnistié et tous nos crimes seront complètement effacés. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on pourrait mettre fin à ce cycle infernal. Alors, il nous reste 2 minutes. La dernière question. L'accord de Washington, un pari gagné pour Félix Tshisekedi? Non, il sera un pari gagné quand toutes les parties prenantes... On me l'a dit, si Donald Trump arriverait à mettre fin à ce qui se passe à l'Est, en tout cas, le président de la République sera devant tout le monde pour les soutenir et voter même pour son prix Nobel qu'il réclame, M. Dan. Les pacificateurs Trump. Non, il sera un pari quand la paix sera rétablie. C'est tout ce que nous voulons. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix, je pense qu'il y a eu beaucoup d'accords. Sûrement. Il a dit, il y a eu beaucoup d'accords dans le passé. Voilà, M23, Kabila lui-même a signé beaucoup d'accords. Sans citer les résolutions, des déclarations. Voilà, on en a eu pas mal. Et Lusaka, tout ça. On est fatigué, franchement, ces histoires. Donc, malgré tout ça, la paix n'est toujours pas au rendez-vous. Nous, ce que nous voulons, c'est d'aller peut-être un jour habiter Goma, sans avoir la peur au ventre. Tu vas à Goma, tu t'installes. Pourquoi pas? C'est la RDC aussi. Donc, pour moi, ça sera un pari quand la paix sera établie. Alors, à vous également. C'est déjà un pari gagné, à mon avis. C'est déjà un pari gagné, à mon avis, pour Félix Tshisekedi. Le fait d'avoir fait en sorte que le Rwanda puisse se mettre autour de la table et signer un accord dans lequel il reconnaît de manière implicite son activisme dans tous les désordres, le bazar sécuritaire qu'il y a dans la partie est de la RDC. C'est déjà un pari gagné. Maintenant, les prochaines étapes, c'est notamment la mise en application de cet accord. Alors, j'aimerais quand même dire ici que cet accord, le gouvernement de la République doit le considérer comme une sorte de trêve qui peut lui permettre de se réorganiser, tout simplement. Parce que l'accord n'interdit pas au gouvernement d'organiser son armée. L'accord n'interdit pas au gouvernement... Tout à fait. Parce que, in fine, nous ne resterons quand même pas un pays qui, à chaque fois qu'il y a agression, il faut recourir à l'extérieur pour nous sauver. Non, il faut
que le gouvernement puisse déjà réorganiser l'armée en interne, parce que la dissuasion, c'est ce qui fera en sorte que nous ne puissions plus répéter. Vous imaginez un mouvement rebelle qui s'élève aujourd'hui et puis il est complètement écrasé et éliminé. Vous pensez qu'un autre aura le courage, même s'il est soutenu par le Rwanda, il ne sera pas, ils n'auront pas ces courages-là. Donc le fait déjà d'avoir mis le Rwanda autour de la table, c'est déjà une victoire, parce que il faut rappeler ici, une rébellion sans base arrière n'en est pas une. Et le Rwanda et dans une certaine mesure également l'Ouganda ont joué ces sales jeux. Mais le fait déjà qu'on ait pris le Rwanda dans les cordes de cet accord, et donc on peut considérer aujourd'hui que le Rwanda ne pourra plus constituer une base arrière pour un mouvement rebelle qui naîtrait en République démocratique. Donc c'est déjà une victoire à mi-chemin. Alors le plus important maintenant, c'est notre sérieux, parce que vous savez, les Américains, ils sont sérieux. Lorsqu'ils sont impliqués dedans et qu'ils constatent que de l'autre côté, il y a du sérieux, mais du côté congolais, ça titube un peu. Je pense que même notre crédibilité risque d'aller en vrille. Donc, il faut que nous soyons sérieux à notre niveau en République démocratique du Congo, dans la mise en œuvre, dans le respect notamment de nos différents engagements avec nos partenaires. Merci, cher Patrick. Merci, cher Dan, pour vos analyses qui nous ont aidés à comprendre l'esprit de cet accord. En tout cas, nous vous disons merci. Libre opinion, investigation, décryptage, magazine de presse, mesdames, messieurs, c'est la fin. Nous vous retrouvons avec nos permanents prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.